Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Maître Besserman, je suis ravie de vous accueillir au nom du département formation de l'Argus de l'assurance. Bienvenue sur ce nouveau webinaire où nous allons aujourd'hui aborder l'actualité juridique et réglementaire du démarchage téléphonique qui a connu pas mal de choses ces derniers temps. Et c'est donc Maître Julien Besserman qui est avocat associé au sein du cabinet Lowins, un cabinet qui intervient auprès des professionnels de l'assurance en particulier, et qui va nous aider à décrypter ces dernières évolutions. Vous pouvez poser vos questions via le petit menu de questions que vous avez à droite, a priori, de votre écran, et je lui relayerai au fur et à mesure de vos interrogations. Sachez que l'Argus de l'assurance de formation a développé depuis cette année une plateforme Visa DDA 100% digital qui permet de former les courtiers, notamment à leurs 15 heures obligatoires de formation DDA. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement sur un public de courtiers, il est beaucoup plus large que ça. Et donc, consultez notre site régulièrement pour être tenu au courant de notre activité, des nouvelles formations que nous proposons et surtout des différents formats, puisque les circonstances actuelles nous ont amené à beaucoup développer tout ce qui était classe virtuelle et ligne. Voilà, en espérant que c'est ce dont vous avez besoin aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter notre site régulièrement pour cela. Maître Besserman, du coup, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va parler pendant une petite demi-heure de la problématique de la vente à distance de contrats d'assurance. C'est un sujet d'actualité parce que vous avez dû voir les différentes sanctions ACPR tomber, les différentes sanctions de la DGCCRF, les différentes communications faites par l'ACPR à ce sujet. C'est un point sur lequel l'ACPR en ce moment est particulièrement regardante. Il y a des contrôles en cours sur ce type de problématique, donc il faut nécessairement se mettre en conformité si ce n'est pas déjà fait. Alors, avant de commencer, un petit rappel réglementaire. Parmi les choses qui sont récemment sanctionnées par l'autorité de contrôle, il y a un élément extrêmement simple et qui est facile de mettre en application, c'est l'énonciation dès le début de l'appel téléphonique des informations qui sont visées dans le code de la consommation, repris dans le code des assurances à l'article L112.2.1 du code des assurances. C'est toutes les informations que vous connaissez et que vous communiquez à votre client dans la fiche de présentation du distributeur quand vous êtes en face à face. Toutes ces informations, quelles sont-elles? Tout d'abord, le nom de l'appelant, le nom du distributeur, parce que je dois m'identifier, les coordonnées de la CPR, les coordonnées de mon service traitement des réclamations, mon numéro RIAS évidemment, le montant de la prime, la durée du contrat, tout ça c'est listé dans le code. Il faut veiller dans vos scripts de vente à distance que ces informations soient bien communiquées au client dès le début de l'appel, parce qu'on le verra tout à l'heure quand on regardera les dernières sanctions ACPR. C'est un point qui est, un, facile à contrôler, et deux, qui est souvent relevé par l'autorité de contrôle. Deuxième point intéressant, la temporalité de la remise des informations. Le code des assurances pose un principe clair. Lorsque je fais une vente par téléphone, notamment, je dois communiquer les documents contractuels en temps utile et avant tout engagement. L'idée, quelle est-elle? Eh bien, simplement d'être conforme à mon obligation d'information, c'est-à-dire de donner toutes les informations au client avant qu'il soit en mesure de souscrire son contrat. On est dans une logique tout à fait classique du droit des assurances. Je suis le courtier, je suis le distributeur, je suis le sachant. Il y a une asymétrie d'information parce que moi je sais et que mon client ne sait pas. Alors, le principe, c'est que je dois communiquer toutes les informations avant que le client donne son consentement. Une exception prévue par le Code des assurances qui dit « Ok, on doit donner les informations avant ».
Néanmoins, dans certaines hypothèses exceptionnelles, et je rappelle que les exceptions sont d'interprétation stricte, eh bien, dans certaines situations exceptionnelles, je peux, moi, assureur ou distributeur, communiquer les informations après la conclusion du contrat. Quelle est cette situation? C'est la situation dans laquelle le contrat a été conclu à la demande du consommateur. Qu'est-ce que ça couvre, ça? Ça couvre l'hypothèse, par exemple, du client qui vient d'acheter une voiture et qui doit l'assurer immédiatement, parce qu'on n'a pas le droit de rouler sans assurance, et qui appelle son agent, qui appelle son courtier, qui appelle son assureur et qui lui dit « Ok, je viens d'acheter une voiture, il faut qu'elle soit assurée immédiatement parce que je vais prendre la route. » Là, c'est bien le client qui appelle et dans ce cas-là, le courtier peut dire « Ok, par téléphone, c'est bon. » Pourquoi? Parce que, on le sait, le contrat d'assurance est un contrat consensuel et que, dans la plus pure théorie juridique, l'échange des consentements suffit à former le contrat. Donc, le courtier ou l'assureur en ligne peut dire « Oui, oui, c'est bon, tu es assuré à partir de maintenant. Je t'envoie les documents après. » Et là, il n'y a pas de faute. Parce que oui, on a communiqué les informations après la souscription du contrat, après l'échange, juste après l'échange du consentement, mais dans un second temps. Et il n'y a pas de faute parce que c'est bien le consommateur qui fait la demande. Et on verra qu'il y a certains courtiers qui ont essayé de contourner un petit peu ça en mettant en place des mécanismes pour prétendre que c'est le consommateur qui avait fait la demande alors qu'en fait l'appel était à l'initiative du courtier. Troisième petit rappel réglementaire qui est exact aussi bien en face à face qu'en vente en ligne par Internet ou en vente par téléphone. La vente à distance ne permet pas un devoir de conseil ou d'information allégé. Ça n'est pas parce que je passe par un outil informatique ou par le téléphone que j'ai le droit de dire ouais non mais ça je sais pas le faire, j'ai pas le temps de le faire, je peux pas le faire, donc je le fais pas parce que j'utilise pas, je suis pas en face à face. Je ne peux pas me prévaloir d'une vente à distance pour dire ouais mais c'est parce que je suis à distance que j'ai allégé mon devoir de conseil. Le devoir de conseil est toujours le même et la rigueur est la même, quel que soit le moyen utilisé. Donc, sujet d'actualité. Sujet d'actualité, pourquoi? Parce que depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de communications diverses sur le sujet. Communication ACPR, vous avez dû voir passer ces communiqués de presse dans lesquels l'ACPR a tapé sur les courtiers qui faisaient de la vente par téléphone en disant « c'est pas possible, les ventes sont agressives, les ventes sont trompeuses ». Il y a même des clients qui ne comprenaient même pas qu'ils avaient donné leur consentement à un contrat. Et ça aussi, on le verra, il y a certaines sanctions ACPR qui identifient les termes qui étaient employés par les téléprospecteurs au téléphone et effectivement, certains ont clairement abusé, sont clairement allés trop loin, notamment, élément pratique, en disant aux clients « vous avez un droit de renonciation, donc du coup, vous n'êtes pas engagé contractuellement ». Ça, c'est interdit. On ne doit pas se servir du droit de renonciation et du fait que oui, le client peut potentiellement renoncer pour lui laisser croire qu'il n'est pas engagé. Clairement, ça, c'est un point qui a été sanctionné par la CPR. Point qui a été également relevé dans les rapports annuels 2018 et 2019, mais surtout dans les différentes sanctions. Et il y en a au moins eu 4 depuis 2016. Santiane, dans lequel où l'ACPR va relever des manquements à l'obligation d'information précontractuelle, des manquements au devoir de conseil, mais aussi, un peu plus original, des manquements dans le dispositif de formation. L'ACPR a demandé les supports de formation à regarder s'ils étaient conformes ou pas conformes et a estimé que ces supports n'étaient pas conformes, étaient insuffisants. À noter, si vous devez être contrôlé par la CPR, ils vont aussi loin que ça. Ils ne vont pas simplement vous demander le registre indiquant qui a été formé à quoi. Ils peuvent aussi vous demander les supports eux-mêmes pour vérifier que les supports sont cohérents et sont tout à fait complets. Santiane prend quand même 100 000 € d'amende dans ce contentieux.
SGP, en 2018, même ambiance, 150 000 € d'amende pour des approximations dans le recueil du consentement. Et là, il y a 2 chiffres que j'ai notés. 13% des appels faisaient passer la vente pour une démarche qualité. C'est pas possible. On est à la limite de l'escroquerie. On n'a pas les enregistrements, évidemment. Néanmoins, une souscription de contrat n'est pas une démarche qualité. De même, 58% des appels faisaient état d'une absence d'engagement contractuel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 58% des appels qui font état d'une absence d'engagement contractuel, quand on vend un contrat, c'est un petit peu délicat à plaider ensuite quand on va devant la commission des sanctions de la CPR. 2 autres sanctions qu'on va détailler, Provitalia et Viva Conseil. De tout ça, qu'est-ce qu'on peut tirer? C'est le petit point en bas. La CPR l'a écrit à plusieurs reprises. On n'a pas de problème majeur avec la vente à distance. On comprend que c'est un modèle économique et on ne l'interdit pas. Néanmoins, on va l'encadrer. Quand on regarde la sanction Provitalia, c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure de contournement de l'exception prévue par le Code des assurances. Qu'est-ce qu'avait mis en place Provitalia? Provitalia avait dit, j'appelle le client, je lui demande des infos sur son identité, point 1, et à la fin, je lui demande s'il accepte d'être appelé. Le client me dit oui. Étape 2, du coup, je rappelle le client. Et à ce moment-là, je suis en capacité de dire, eh bien, la souscription du contrat a bien été faite à la demande du client. Donc, j'ai le droit de bénéficier de l'exception et je peux lui vendre le contrat en lui envoyant les documents contractuels dans un second temps. C'était malin, juridiquement. Néanmoins, c'était un petit peu aventureux parce que effectivement, la CPR ne peut pas laisser passer ça. Ne peut pas laisser passer ça parce que globalement, oui, c'est le client qui est à l'origine de l'appel, ou en tout cas c'est à sa demande que la souscription a été faite. Néanmoins, on n'est pas du tout dans le même cas que celui qu'on a exposé tout à l'heure, où l'assuré auto passe un coup de fil. Dans ce cas-là, il est vraiment actif. Dans le cas de la sanction Provitalia, il est un petit peu mené ou déclenché cet appel par le consommateur. Donc, à retenir, 1, la dérogation est d'interprétation stricte, et 2, la CPR regarde en fait qui est à l'initiative de l'appel, et là, à l'initiative de l'appel, clairement, c'est pas le client, c'est le courtier. L'amende pour Provitalia, j'en ai pas parlé, a été de 20 000 €. On peut dire que le montant est faible. Néanmoins, c'était le résultat de la société sur l'année 2018. Donc oui, le montant est faible, mais à hauteur du courtier, eh bien, elle est significative. Vous savez que la CPR sanctionne notamment en se fondant sur l'assise financière de l'assujetti contrôlé. Donc concrètement, si tu es très riche, tu payes beaucoup. Si tu es moins riche, je vais adapter et tu paieras un petit peu moins. Alors, la sanction Viva Conseil, particulièrement lourde également, parce que ce courtier a fait l'objet d'une interdiction de commercialiser les contrats d'assurance pendant 2 mois. Le courtier a fait l'objet d'une interdiction de commercialiser les contrats d'assurance pendant 2 mois. C'est extrêmement compliqué pour lui, en plus de lui faire de la mauvaise publicité. Et là aussi, il y a une sanction qui est fondée sur de multiples griefs. Premier grief notamment, on a contourné l'exception. Deuxième grief, le deuxième petit tiret, manquement à l'obligation de loyauté. Le démarcheur appelle en disant il manque une garantie accidentelle qui n'est pas activée. C'est pas vrai, ou c'est pas complètement vrai, ou en tout cas c'est discutable parce que la formulation elle est un petit peu large, extrêmement délicat. Troisième tiré, on l'a vu, manquement à l'obligation de s'identifier par la communication des mentions légales obligatoires. On en a parlé. Les mentions légales obligatoires à communiquer avant chaque communication, ça c'est un truc sur lequel la CPR revient souvent.
Quatrième point, qui est également un point sur lequel l'ACPR revient souvent, ne pas avoir interrogé le prospect sur la détention de contrats similaires. L'ACPR veille aujourd'hui particulièrement à cette question de la multidétention. Ils ne veulent pas qu'un client se retrouve couvert avec plusieurs assurances qui couvrent le même risque. Donc, à minima, il faut lui demander s'il a d'autres contrats du même type et s'il répond oui, vérifier qu'ils sont résiliables et qu'il n'y a pas de risque pour lui de payer 2 cotisations pour un contrat identique. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à voir dans ces sanctions. Dernier point dont on peut parler, ne pas avoir motivé le conseil. Ça, c'est un élément qu'on reprend souvent avec nos clients. La motivation du conseil, c'est quelque chose qui n'y a pas de manière systématique dans les éléments et dans les documents devoirs de conseil. C'est vraiment une obligation légale. Il est important que le conseil soit motivé, c'est-à-dire que le conseiller explique pourquoi est-ce qu'il a proposé telle option ou tel contrat à son client. Alors, on a vu que la CPR avait pas mal sanctionné, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres autorités qui peuvent vous tomber dessus, notamment la DGCCRF qui sanctionne des manquements au dispositif Blocktel. Blocktel, on le sait, c'est la liste sur laquelle les clients, n'importe qui, peut s'inscrire pour dire « moi, je ne veux pas qu'on m'appelle, je ne veux pas qu'on m'embête le mardi après-midi à 14h30, je veux qu'on me laisse tranquille. » Et si on est inscrit sur cette liste, on n'a pas le droit d'appeler. Les courtiers n'ont pas le droit d'appeler les clients. 2 sanctions pour des courtiers. Pourquoi? Pour 2 choses. 1, parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient appelé des gens qui étaient inscrits sur Blocktel. Donc ça, effectivement, c'est interdit. 2, ils n'ont pas fait expurger leur liste de prospects, de clients, pas de clients, mais en tout cas de prospects, effectivement, qui s'étaient inscrits ultérieurement sur Blocktel. De ça, qu'est-ce qu'on retient? 1, on n'appelle pas les gens qui sont sur Blocktel, sauf exception, mais on la verra tout à l'heure. 2, avant chaque campagne, ou au moins une fois par mois, si c'est mon activité classique que de faire du démarchage téléphonique, je dois faire le tour de toutes mes listes, les passer dans un logiciel pour vérifier qu'elles sont à jour et que je ne vais pas appeler des gens qui ont indiqué à Blocktel qu'ils ne voulaient pas être appelés. Donc les amendes sont moins importantes que la CPR, mais c'est jamais cool d'avoir la DGCCRF sur le dos. Autre élément qui dépasse un peu, sanction par la CNIL pour manquement au RGPD, Règlement général de la protection des données. On est en février 2019 avec un courtier qui fait de la vente en ligne, donc cette fois en ligne par Internet essentiellement, et il est sanctionné parce qu'il n'a pas suffisamment contrôlé les données des utilisateurs de son site web. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un client de cette société qui s'est aperçu que grâce à son compte, par son compte, il pouvait accéder aux données personnelles d'autres clients. Évidemment, c'est super grave, ça communique des infos, il a eu accès à des infos telles que permis de conduire, carte grise, RIB, et même des infractions sur d'éventuels retraits de permis. Le courtier a été sanctionné parce qu'il a manqué à son obligation de sécurisation des données personnelles. C'est le RGPD, c'est assez classique néanmoins. La sanction, là, pour le coup, est très lourde. RGPD et données perso, c'est vraiment un sujet extrêmement d'actualité. La sanction est très lourde, 180 000 € d'amende. Et c'est pas tout, puisque, vous l'avez vu passer, en novembre 2019, il y a eu un avis du CCSF, le comité consultatif du secteur financier. CCSF qui s'est prononcé sur les ventes à froid. Donc là, j'ai intégré un schéma qui est issu du guide pratique de la commercialisation par téléphone qui a été émis par Planète CSCA, citons nos sources, qui explique bien la démarche qu'il convient de suivre quand on fait un appel à froid. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appel à froid? Pour bien limiter le cadre de cette réglementation, c'est un appel non sollicité. C'est un consommateur qui n'est pas encore client. Et dans ce cas-là, il y a toute une démarche à suivre. Je l'appelle et je me présente, on l'a dit.
je donne l'objet de l'appel et je lui demande s'il souhaite ou pas que l'on poursuive la communication. S'il refuse, c'est terminé, on s'arrête. S'il donne son accord, alors on commence sa démarche de vente du contrat d'assurance. Je recueille les besoins, je pose les questions, je remplis mon document de devoir de conseil. Je présente les caractéristiques du contrat que je vais commercialiser à la suite de la réalisation de mon devoir de conseil. Je rappelle bien, même si ce n'est pas forcément nécessaire, qu'on fait le devoir de conseil d'abord et qu'on détermine le contrat qu'on va commercialiser ensuite et pas l'inverse. Et on rappelle le droit de renonciation. Et à ce moment-là, on fixe un rendez-vous pour un deuxième appel. On dit, OK, je n'ai pas le droit de faire une vente en un temps. Je ne peux plus, dans le cas d'un appel à froid, faire une vente immédiatement dans la foulée de l'appel. Parce qu'on a constaté qu'il y avait trop de manquements et que ces ventes étaient globalement trop agressives. Donc, je mets fin à l'appel à ce moment-là. Je communique les éléments précontractuels, la proposition d'assurance, les documents informatifs, tous les documents qui ont été remplis, et je communique avant, on reparle de ce qu'on a dit tout à l'heure, communication des informations précontractuelles, sauf exception, avant la conclusion du contrat. Puis je passe un deuxième appel à minima 24 heures après la réception de la documentation précontractuelle. Je laisse donc un délai d'une journée, sorte de délai de réflexion, avant de rappeler le client qui me donne son accord et qui cette fois me donne son accord par écrit, dans ce cas-là pas de souci, ou dématérialisé. Et là sur le dématérialisé, on le verra, il y a quelques subtilités. Il faut vraiment, lorsqu'on procède par exemple à l'envoi d'un code SMS, que ça soit le client qui remplisse ce code SMS. Il ne faut pas que le courtier soit à côté de lui, par exemple dans une cadre de prospection, de démarchage. Il ne faut pas que le client soit à côté de lui. Il faut vraiment que ce soit lui qui remplisse le code SMS et pas qu'il y ait un détournement de cette signature électronique et que ce soit en réalité le courtier qui signe à la place du client. C'est des choses qu'on a pu voir et qu'effectivement il convient d'empêcher. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on en est là? Eh bien, le courtier assureur, le distributeur, renvoie une lettre de bienvenue, rappelant une nouvelle fois le droit d'annonciation et les coordonnées du service réclamation. Et si on a fait ça, franchement, on a fait le taf. On a laissé du temps, on a envoyé les documents avant, on a rappelé au moins 2 fois le droit de renonciation. On n'a pas été agressif puisque s'il nous avait dit non, moi ça ne m'intéresse pas, je mets fin à la communication. En suivant cette procédure, on s'évite pas mal d'ennuis, de commercialisation qui feront l'objet de contentieux, de contestations, de renonciation dans le délai de 14 jours ou de clients qui vous écrivent 6 mois plus tard en regardant leur relevé de compte, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce prélèvement de 6 € par mois, j'ai jamais souscrit ça. Donc effectivement, là, on a un vrai process et des vrais éléments qui démontrent, en cas de contestation, qu'on a vraiment eu le consentement du client. On poursuit sur la loi du 24 juillet 2020 que vous avez vu passer, qui est une nouveauté également, qui encadre le démarchage téléphonique et qui l'encadre assez strictement, avec plusieurs apports. Le premier, important, lorsque je démarche un client au téléphone, je dois lui indiquer qu'il a la possibilité de s'inscrire gratuitement sur Blocktel. En gros, le client n'est pas encore sur Blocktel, c'est pour ça que j'ai le droit de l'appeler. Je lui passe un coup de fil pour lui vendre mon contrat d'assurance. Néanmoins, je dois lui dire que oui, il a la possibilité de s'inscrire sur cette liste pour qu'on arrête de le démarcher. On en a parlé également sur les sanctions de la DGCCRF. Le professionnel doit s'assurer de la conformité des fichiers de prospection avec la liste Blocktel. Il doit veiller au moins une fois par mois à la conformité de ces listes, si c'est son activité habituelle.
que le démarchage téléphonique. Et si ce n'est pas son activité téléphonique, si ce n'est pas son activité habituelle, il doit vérifier avant chaque campagne téléphonique. Alors, sur les appels à froid, on me pose une question sur le chat. Quid d'un prospect qui se rend sur mon site internet, remplit une fiche de contact? Est-il considéré comme un appel à froid si je le contacte? C'est une bonne question à laquelle je ne vais pas avoir de réponse affirmative parce que malheureusement, ce process de l'appel à froid est tout nouveau. Néanmoins, quand on y réfléchit, on est dans le cas d'un client qui demande à être contacté. On n'est pas dans le cas d'un appel à froid d'un client qui n'a rien demandé. Cette procédure de l'appel à froid, elle vise notamment à empêcher des distributeurs à forcer le consentement du client. Et c'est pour ça qu'on met tout ça en place. Parce que ce bonhomme qu'on appelle à froid, il n'a rien demandé. Et donc, c'est pour ça qu'il mérite une protection complémentaire. Là, dans le cas où le client va sur le site, remplit une fiche en disant « Ok, tel contrat m'intéresse », eh bien, ça paraît être un cas qui n'est pas celui de l'appel à froid, ou en tout cas, si on vient vous opposer que c'est un appel à froid, je vais vous dire que ça se plaide. Ça se plaide clairement de dire non, écoutez, la réglementation, elle a pour objet de protéger les gens qu'on embête et qu'on vient demander. Là, c'est lui qui vient me voir, c'est lui qui demande que je le contacte. Néanmoins, on peut que vous conseiller de suivre cette procédure si vous faites la vente en ligne. Parce que si le client appelle, c'est que le contrat, il est intéressé, il le souscrira. Pourquoi pas étendre cette procédure de vente à froid? Effectivement, on perd une journée, mais si c'est le client qui appelle, il y a peu de chances de le perdre en route sur un plan marketing pur, même si ce n'est pas complètement mon métier. Alors, pardon, je reviens sur mes apports de la loi de juillet 2020. Donc, effectivement, ne pas oublier de expurger, mettre à jour ces listes de prospects. Alors, le gros point, et le point qui embête tout le monde, c'est globalement celui-là. Le troisième petit point rouge. Avant cette loi, le professionnel pouvait démarcher un consommateur même s'il était inscrit sur la liste de Blocktel dans une situation en cas de relation contractuelle préexistante. Donc, si j'avais déjà un client qui avait un contrat chez moi, un contrat en cours, voire même si j'avais un client qui a eu un jour chez moi un contrat en cours, mais qui est terminé, un contrat il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, alors même s'il était sur Blocktel, je pouvais l'appeler. Je pouvais contourner cette opposition, ce Blocktel, parce que c'était un client ou un ancien client. Eh bien, le code de la consommation a été modifié et le L223.1 réduit le périmètre de la dérogation. Maintenant, on ne peut plus appeler les gens qui sont inscrits sur Blocktel, on ne parle que de ceux qui sont inscrits sur Blocktel, que dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Donc déjà, tout le cas des anciens clients que j'ai appelés, ça dégage. Je ne peux plus appeler les anciens clients sur le fondement de cette dérogation s'ils sont inscrits sur Blocktel. Donc, un contrat en cours, et en plus, l'appel doit avoir un rapport avec l'objet du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas lui vendre n'importe quoi. S'il a une multirisque habitation chez moi et que je lui vends une extension à cette multirisque habitation, c'est OK. S'il a un contrat prévoyance et que je l'appelle pour lui vendre une assurance auto ou pour faire la pub pour ma nouvelle assurance construction, je ne suis pas en complément du contrat existant. Je ne suis pas en complément du contrat en cours d'exécution. Donc, du coup, je n'ai pas le droit d'appeler ce client qui est inscrit sur la liste Blocktel. Et si je le fais quand même, sanction lourde. Sanction lourde pour deux choses.
Le troisième point, il y a une présomption de violation qui pèse sur vous maintenant. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage réalisant en violation de ces nouvelles dispositions est nul. Présomption de nullité, c'est donc à vous de démontrer que vous n'avez pas violé les dispositions et que le contrat n'est pas nul. C'est le principe d'une présomption, ça renverse la charge de la preuve. D'habitude, si je dis le contrat souscrit avec tel courtier est nul, moi, client, je dois démontrer que ce contrat est nul. C'est à moi de l'apporter la preuve de ce que j'avance. Eh bien là, c'est l'inverse. On a une présomption qui renverse la charge de la preuve. C'est à vous de démontrer que vous avez bien suivi la procédure. C'est compliqué. Si vous ne l'avez pas suivi, c'est compliqué. Autre élément qui va conduire à faire attention à ne pas violer les règles décrites préalablement, eh bien, des sanctions extrêmement lourdes, jusqu'à 375 000 € d'amende. Bon, il faut en avoir vendu des contrats pour amortir une sanction, sans compter, on n'en a pas parlé, mais du risque de réputation. Le grand problème des sanctions ACPR aujourd'hui, c'est évidemment l'amende, mais c'est surtout toute la mauvaise publicité que le courtier va en retirer, parce qu'au jour des réseaux sociaux et des chaînes d'infos continues, on essaye d'éviter ce genre de mauvaise pub. En pratique, qu'est-ce que vous devez faire du coup? Eh bien sûr, mettre à jour les scripts de vente par téléphone. Mettre à jour les scripts de vente par téléphone pour, par exemple, évoquer la possibilité de s'inscrire sur Blocktel. Il faut que vos téléprospecteurs aient dans leur script, quand ils contactent un client, une petite phrase qui dit cher client, on vous rappelle que ta. Autre élément, mettre à jour les conventions de distribution. Parce que dans le cadre de votre gouvernance produit, vous devez avoir des accords sur qu'est-ce que c'est que le marché cible, à qui je peux vendre mon contrat, quel est le canal que je peux utiliser, par téléphone, face à face. Et cette modification de l'exception qui permet d'appeler des gens qui sont sur Blocktel, elle doit être transcrite dans votre convention de distribution. Mon marché cible, dans le cadre d'appels téléphoniques, c'est les gens qui ne sont pas inscrits sur Blocktel et les gens qui sont inscrits sur Blocktel avec un contrat en cours. C'est ma stratégie de distribution en ligne. S'il y a indiqué même les anciens clients, vous êtes en violation avec vos obligations sur ce point. Alors, au terme des recommandations génériques, rapidement parce qu'on arrive à la fin de la présentation, l'interprétation stricte des exclusions, on en a parlé. Je ne me sers pas de l'exception dont on a parlé au tout début si ce n'est pas vraiment le client qui est à l'initiative de l'appel. Et je ne mets pas en place des systèmes détournés pour être en mesure de plaider que oui, c'est bien le client qui est à l'origine. Signature électronique, on l'a dit, c'est bien le client qui doit signer et pas le courtier qui doit faire le boulot. L'opération de gratuité, c'est intéressant. L'opération de gratuité, c'est dire au client, je vous vends le contrat et vous inquiétez pas, c'est gratuit le premier mois. Sauf que le délai de renonciation court pendant ce premier mois. Et lorsque le client va s'apercevoir qu'il a souscrit un contrat alors qu'il n'en était pas vraiment sûr, qu'il avait un doute, quand il regarde son relevé bancaire, eh ben on est à la fin du deuxième mois. Donc, il ne peut plus renoncer. Donc, la CPR a dit, attention, ne mettez pas en place des opérations de gratuité qui ont pour objet, même détourné, de priver le client de son droit de renonciation. Formulé de manière positive, si vous mettez en place des opérations de gratuité, insistez clairement sur l'existence du droit de renonciation au terme du premier mois et gardez-en une preuve pour pas qu'on puisse vous dire « Ah ouais, mais je ne savais pas. Moi, j'ai été prélevé qu'à la fin du deuxième mois. » Si, vous saviez parce qu'on vous a communiqué telle information et notamment votre droit de renonciation à tel moment et par tel moyen. Le point du dessous est à peu près équivalent, ne pas inciter le client à renoncer à son droit de renonciation. Tout ça, c'est des choses que vous devez faire. On l'a vu le deuxième point, ne pas présenter le droit de renonciation comme une absence d'engagement. Et évidemment, le client est engagé même s'il peut renoncer. Il ne faut pas lui dire qu'il n'est pas engagé.
Existence d'une couverture, c'est la multidétention, on en a parlé. Et le discours commercial conforme, ça, je peux que vous pousser à faire attention au discours commercial de vos téléprospecteurs pour éviter des téléprospecteurs qui vont utiliser des prétextes, qui vont dire on vient mettre à jour vos données, on fait une enquête de marché, alors qu'en fait ils vendent un contrat. Ne pas laisser de doute sur qui on est et qu'est-ce qu'on vient faire. Je suis un courtier, je viens te vendre un contrat d'assurance. Alors oui, effectivement, on vous raccrochera peut-être plus au nez que si vous dites que vous faites une enquête de marché ou une mise à jour des données, mais vous n'aurez pas de souci de conformité et on ne pourra pas vous reprocher d'avoir vendu de manière illégale, non réglementaire, non conforme les contrats d'assurance. Et voilà pour cette formation express sur la vente à distance. Maître Besserman, je vous remercie beaucoup. Je vous ai relayé un certain nombre de questions auxquelles vous avez pu du coup répondre au fur et à mesure de votre discours. On a bien compris effectivement que la charge de la preuve aujourd'hui était du côté des assureurs, des courtiers, etc. Par contre, pour prouver, notamment dans le cadre d'un démarchage téléphonique, pour avoir la preuve, par exemple, que ce n'est pas moi qui ai appelé, mais que c'est le prospect qui a appelé ou autre, est-ce que cela nécessite des logiciels particuliers? Est-ce que ça veut dire que l'ensemble des appels doit être enregistré? Voilà, comment cette preuve peut se matérialiser derrière auprès des autorités de contrôle? En théorie, les boîtes qui ont pour profession de faire du démarchage téléphonique ont des logiciels extrêmement pointus en disant qui a appelé, à quelle heure, quelle était la durée de l'appel. Donc ça, c'est en principe ce qu'on a dans les machines. Si on l'a pas, eh ben on est sur quelque chose d'un petit peu plus artisanal. Il va falloir à minima probablement récupérer les factures détaillées et démontrer qu'il y a bien eu un appel entrant de tel numéro, mais c'est compliqué. Sur l'enregistrement des appels, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique parce que ça permet de se défendre en cas de contentieux. Mais attention, il est indispensable de prévenir le client qu'on va l'enregistrer. Parce que si on l'enregistre à son insu, on peut se rendre potentiellement coupable d'une infraction pénale. Donc ça, quand même, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, en justice, la preuve sera probablement non acceptable au motif qu'elle a été acquise de manière déloyale. Donc surtout, on n'enregistre pas un client sans avoir son accord. Bien sûr. Et puis j'ai une question, alors peut-être plus à titre personnel et qui dépasse un petit peu le cadre du démarchage téléphonique. Mais moi, il y a quelques mois ou peut-être une petite année, j'ai été appelée par mon banquier. Alors à chaque fois que son banquier vous appelle, on est un peu dans ses petits souliers, pour prendre un rendez-vous avec moi. Et en fait, il m'a convoquée pour, pendant une demi-heure, me faire subir, on va dire, un petit questionnaire sur ma connaissance du vocabulaire, de l'investissement, des assurances, etc. Donc, bon, travaillant pour l'Argus de l'assurance, j'étais sans doute un petit peu plus capée que d'autres clients. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Pourquoi mon banquier l'a fait et que mon assureur en MRH ou en auto ne l'a pas fait? Il y a des différences d'obligation? Il y a des différences d'obligation. J'ai envie de répondre oui et non. On le sait, les courtiers, assureurs ont une obligation de conseil. Cette obligation de conseil, elle est dans la loi et dans la loi il y a indiqué obligation de conseil au moment de la souscription. Donc au moment où je souscris mon contrat, on me pose plein de questions et je réponds. Et en fonction des réponses que je donne, on me propose tel contrat ou tel contrat. Néanmoins, il n'y a pas dans la loi pure et dure l'obligation d'actualiser la connaissance client. Attention, d'abord, c'est indiqué dans la recommandation ACPR sur le devoir de conseil en assurance vie. Deuxièmement, si ce n'est pas inscrit dans la loi, il y a quand même une obligation de conseil du courtier, une obligation générale du courtier, un devoir de loyauté générale qui fait que le courtier doit être ce qu'on appelle un guide sûr et expérimenté, de sorte que même si
on pourrait dire non, non, mais attendez, moi, j'ai pas d'obligation en cours de contrat. De toute façon, on serait rattrapé par cette obligation de loyauté au cours du contrat. Donc, oui au devoir de conseil à la souscription, parce qu'il n'existe pas de situation en droit français dans lequel il y a une vente sans conseil. La vente d'un contrat d'assurance est toujours accompagnée d'un conseil. Et oui également à l'actualisation de la connaissance de mon client. Alors, le problème, c'est que le client, souvent, il n'a pas envie de venir. Il va dire, non, mais vous m'embêtez avec vos trucs, c'est ma vie privée, j'ai pas envie de répondre à tel point, à tel motif, j'ai autre chose à faire que de passer une demi-heure avec vous. À minima, faites la démarche de lui envoyer un courrier en lui disant, si je suis courtier évidemment ou si je suis assureur, nous avons besoin de se revoir parce que je suis courtier en assurance vie, vous m'avez dit que vous étiez marié avec 2 enfants, mais c'était il y a 3 ans, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes divorcé, donc du coup il faut mettre à jour vos clauses bénéficiaires. Vous êtes un courtier qui vend de la responsabilité civile entreprise, vous êtes venu voir un client il y a 10 ans, il avait un garage avec 2 salariés et il faisait 100 000 euros de chiffre. Aujourd'hui, il a 200 salariés, il fait 20 millions. Nécessairement, vous devez retourner le voir pour vérifier que ces informations sont à jour. Alors, vous allez me répondre, le Code des assurances prévoit que c'est le client qui doit informer son assureur de tout changement de situation. toute modification importante de son contrat. Ça, c'est vrai et c'est la théorie. Et ça se plaide et parfois ça se gagne. Néanmoins, quand on va en justice, il ne faut pas oublier qu'on est courtier, on est assureur, donc du coup, on est les méchants. Et que donc, le juge part souvent avec un a priori négatif. Donc, à moins de monter à la Cour de cassation, au moins dans les premières juridictions, on peut avoir des décisions où le juge dit non mais attendez, vous êtes gentil, c'est quand même votre boulot d'actualiser le devoir de conseil et c'est d'autant plus votre boulot que vous touchez une commission parfois tous les ans sur ce contrat et que donc on peut se demander quelle est la contrepartie de cette rémunération si vous ne faites pas de devoir de conseil dans la durée. Très bien. Il nous reste 2 petites minutes. Je vais vous relayer une dernière question. Ouais. Y a-t-il une durée autorisée de conservation des appels téléphoniques enregistrés? C'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Non, je ne sais pas. Ça, pour le coup, on est sur du RGPD pur et dur. Comme ça, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Très bien. Eh bien, écoutez, on répondra à cette question ultérieurement à la personne qui nous l'a posée, voilà, avec grand plaisir. En tout cas, maître, je vous remercie encore infiniment pour l'ensemble de cette présentation, de votre disponibilité et merci à tous ceux qui étaient présents de nous avoir suivis. À très bientôt, j'espère, pour un prochain webinaire de l'Argus de l'assurance et très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, maître. Au revoir.